Quand j'ai dit donc P égale à MG, on gagne l'argent avec ça comment? J'ai envie qu'un jeune se demande, bon moi actuellement si je prends ma formule P égale à MG qui m'a donné mon bac, comment je fais pour m'en sortir? Ils ne peuvent pas. Ils vont me dire, ok, la menuiserie, la chaise sur laquelle tu es assis, si elle est équilibrée, c'est parce qu'il y a P égale à MG. Mais à quel moment tu prends la formule pour en faire de l'argent ou comment le faire? Donc, il n'y a pas d'entrepreneur au Cameroun qui vous inspire? Il y en a, mais qui ne m'inspirent pas. Bon, il y a des entrepreneurs, sauf qui ne vous inspirent pas. Ils ne m'inspirent pas. Ok. Je ne m'inspire pas en Afrique. Je ne m'inspire pas en Afrique, malheureusement. Je m'inspire aux États-Unis, je m'inspire en Europe. Vous avez quel niveau académique en fait? Alors, en termes de parcours, académiquement parlant, je suis un bachelier. Je suis détenteur de 2 bacs. Un bac technicien dans le domaine de la mécanique automobile et un bac C. C'est vrai que j'ai fait l'université, mais je n'ai pas un diplôme universitaire. Ça, c'est le parcours. Maintenant, comment est-ce que je me suis retrouvé là? C'est beaucoup de choses, beaucoup de transitions. Vous estimez que vous êtes plus intelligent que les autres jeunes? Ou peut-être votre degré d'intelligence est au-dessus de la moyenne? Alors, est-ce que je m'estime plus intelligent? Non. Mais je pense que les autres sont peut-être plus bêtes. Aujourd'hui, dans le Dimanche des entrepreneurs, nous recevons l'un des jeunes entrepreneurs et penseurs les plus suivis et les plus controversés de sa génération. Il est connu pour ses prises de parole fortes, ses réflexions provocatrices et ses déclarations qui agitent souvent les réseaux sociaux. Notamment, il n'y a pas de scientifique en Afrique. Les jeunes veulent réussir sans réfléchir. P égale à MG, on gagne l'argent avec ça comment? J'ai lu 500 livres. Alors, l'émission d'aujourd'hui va se dérouler autour de son parcours. Qui est réellement ce jeune qui ose aujourd'hui critiquer beaucoup la jeunesse? On ne sait pas derrière ces affirmations que se cache-t-il. Alors, je vais donner la parole à ce monsieur personnellement pour qu'il se présente, pour ceux qui le découvrent aujourd'hui au travers de cette vidéo. Bonjour, monsieur Yanda Cyprien. Bonjour, monsieur Stéphane. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. Alors, aujourd'hui, nous allons un peu parler de votre parcours, qui vous êtes réellement, pour ceux qui ne vous connaissent pas, pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui. Vous savez, beaucoup vous critiquent sur les réseaux avec vos prises de parole vraiment qui agitent la toile. Vous avez osé dire qu'il n'y a pas de scientifique en Afrique, vous avez lu 500 livres, P égale à MG, on gagne l'argent avec ça comment? Les jeunes veulent réussir sans réfléchir. Vraiment, moi-même, j'ai été choqué, mais aujourd'hui, j'ai dit derrière ces affirmations, il doit se cacher réellement quelque chose. Alors, l'émission va se dérouler beaucoup plus sur votre parcours, comment vous avez commencé et quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien avec tout ce que vous affirmez sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et est-ce que ce que vous dites vous permet de gagner réellement l'argent? Parce que c'est aussi ça le plus essentiel. Alors, présentez-vous à ma magnifique communauté qui ne vous connaissent pas et pour ceux qui vous connaissent déjà, mais qui oublient une partie de vous. Alors, bonjour à toi qui regarde cette vidéo forcément et je vais me présenter de la plus simple manière. Je suis Cyprien Yanda, forcément connu pour certains comme étant l'homme à la veste bleue avec la ceinture jaune, connu pour certains comme étant l'un des coachs de Facebook, comme certains le disent souvent. Je vais me définir aussi simplement que ça. Je suis un jeune qui évolue dans un contexte, je vais dire, malheureusement pas adapté. Parce que malheureusement, pour moi, et ça c'est le constat que je fais, la jeunesse d'aujourd'hui se retrouve dans un monde qu'elle ne comprend pas. La jeunesse d'aujourd'hui se retrouve dans un monde qu'elle ne maîtrise pas, avec des codes qui lui sont donnés et dont elle se bat par elle-même à décoder. Donc quand je le dis ainsi ou quand je parle comme ça, en fait, pour ma simple personne, je dirais que je suis un éducateur particulier qui a compris qu'au jour d'aujourd'hui, le meilleur moyen de pouvoir révolutionner les vies des personnes, le meilleur moyen de pouvoir opérer un changement dans la nation, dans le continent et même dans le monde entier, c'est en fait d'éduquer. Mais pas d'éduquer à la manière de l'école, d'éduquer à une autre manière. La manière de l'école, malheureusement, ne nous a pas permis de pouvoir réussir. Voilà pourquoi j'estime donc souvent dans certaines de mes sorties et tout, que les jeunes qui pensent encore au jour d'aujourd'hui, en 2026 et bien plus, qu'avoir un diplôme est largement suffisant pour réussir sa vie, ils n'ont rien compris. La preuve qu'à l'école, peut-être ils ont passé le temps à bûcher des formules pour réussir l'examen, mais en effet, ce n'était pas ça le but de l'école. Le but de l'école, c'était de pouvoir te donner cette capacité à pouvoir réfléchir. Malheureusement, on a beaucoup qui ont des diplômes, qui se font appeler des intellectuels, mais qui ne réfléchissent pas assez. Voilà un peu l'idéologie que je prône, voilà un peu ce que je développe comme courant de pensée. Et donc, j'éduque à ma manière, peut-être par le fait de sensibiliser les gens, par le fait de dire ce qui est vrai, mais que les gens n'aiment pas entendre, parce que oui, aussi, la vérité, tout le monde n'a pas envie de l'entendre, même si elle est vraie, même si elle fait mal. Mais je suis de ceux qui, quand il faut le dire, le disent. Je ne regarde pas si ça va te plaire, ça ne va pas te plaire. Je dis ce que j'ai à dire
quand c'est vrai, quand je le pense. Ça peut être vrai pour moi, d'accord. Peut-être c'est pas vrai pour toi, mais si une vérité est vraie pour moi, j'estime que j'ai le droit, le devoir, l'obligation de la partager, comme dit souvent une créatrice de contenu qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ok, donc pour vous, vous estimez que vos prises de parole sont vraies et c'est vrai que ça choque, mais c'est la vérité pour vous. C'est absolument la vérité. À quel moment à quel moment vous êtes dit, à quel moment vous avez su que vous pensez différemment des autres jeunes? Parce que c'est rare de voir des jeunes comme vous avec ce type d'affirmation. Après, à quel moment est-ce que j'ai su que je pense différemment des autres jeunes? J'estime déjà qu'à la différence des autres jeunes, je peux dire que je ne suis pas un jeune comme les autres. Dans quel sens? Vous savez, il suffit de regarder les centres d'intérêt de deux personnes qui ont le même âge, qui ont la même tranche d'âge et tout, et vous comprendrez si les deux sont plus ou moins identiques. Sur le plan académique, si je dois juste faire un petit brief comme ça, je me rends compte déjà que l'intelligence, ou ce qu'on appelle le quotient intellectuel, n'est pas le même que celui des autres. Là où, par exemple, on a actuellement un période d'examen et tout, les élèves qui, par exemple, sont en train de faire les 3 jours de nuit blanche pour pouvoir réviser, pour les composer, vous passer. Moi, par exemple, j'ai jamais fait ça. Jamais fait. Pas parce que je n'avais pas cette pression pour composer, mais parce que j'estime que lorsque tu as l'intelligence qui va avec, lorsque tu as les bonnes techniques, lorsque tu es discipliné dans ta manière de procéder, tu sais forcément que l'école, c'est 9 mois. J'ai 9 mois pour chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, apprendre et retenir. Malheureusement, la génération d'aujourd'hui écoute, relit, regarde, mais ne retient pas. Donc, ils ont un problème de mémoire. Contrairement à moi, à l'époque, il n'y avait pas ce problème-là. Donc, du coup, je me rends compte déjà que je ne suis pas dans le même contexte. Et pour aller peut-être juste dans un cadre plus particulier lié à l'entrepreneuriat, au business et tout, malheureusement, je n'ai pas des idées de business qui tendent vers ce que tout le monde veut faire. Ça veut dire que si tout le monde te dit, OK, je vais ouvrir un salon de coiffure, je vais ouvrir un shopping, je vais ouvrir un restaurant, pour moi, ça, c'est des idées de ceux qui veulent entreprendre au niveau le plus faible possible. Quand je pense à l'entrepreneuriat, c'est pour ça que moi, souvent, je n'ai pas de modèle d'entrepreneur africain. Parce que tous les entrepreneurs africains, à part Aliko Dangote qui commence à faire des choses exceptionnelles avec sa raffinerie et tout, sont toujours dans une échelle de vouloir faire quelque chose pour le quartier, quelque chose pour son village, quelque chose pour sa ville. Il n'y a pas un entrepreneur qui pense à faire un projet à niveau mondial. Il se dit, oui, d'accord, il faut beaucoup d'argent et tout, mais croyez-moi, Zuckerberg qui a commencé Facebook, il commence Facebook aux États-Unis, mais il ne pensait pas forcément que ça allait être mondial. Donc, au jour d'aujourd'hui, je suis de ceux qui ont malheureusement un état d'esprit plus ouvert, ont une vision des choses pas locales, mais une vision globale. Donc, si il y a un problème autour de moi, je ne pense pas juste à ce problème, forcément, c'est pour moi, c'est pour ma communauté, mais je me dis que ce problème, forcément, aussi a un impact au niveau mondial. Donc, juste par ces éléments-ci, je me suis rendu compte personnellement que j'ai quelque chose de différent, j'ai un atout particulier, et voilà, c'est un peu ça qui fait la particularité également. Donc, si je comprends bien, vous estimez, si je peux comprendre, vous estimez que vous êtes plus intelligent que les autres jeunes. Ou peut-être votre degré d'intelligence est au-dessus de la moyenne. Alors, est-ce que je m'estime plus intelligent? Non. Mais je pense que les autres sont peut-être plus bêtes. Donc, pour vous, les jeunes sont bêtes. J'ai dit peut-être plus bêtes. Plus bêtes. Ça veut dire plus bêtes, peut-être plus que moi, peut-être que plus que d'autres personnes. Parce que estimer être le plus intelligent ou estimer être hyper intelligent, c'est une... Je vais dire, en fait, c'est comme se valoriser soi-même. Et moi, je suis de ceux qui, bien que voilà, tu dois avoir ton estime de toi et tout, je suis de ceux qui estiment que la capacité d'une personne à se valoriser vient par la capacité de ses idées, la capacité de ses pensées, de ses actions, mais surtout par l'impact qu'il a la capacité de créer. Moi, je sais que si je veux demain matin, je peux te sortir une phrase et tout le Cameroun part dans tous les sens. C'est la capacité que j'ai. Maintenant, pourquoi les gens ne comprendront pas à travers mes sorties, par exemple, que tout ce qui est fait n'est pas fait dans le but de, entre guillemets, faire du buzz, mais qu'il y a une pensée derrière. Et je le dis, peut-être, ça fait peut-être une semaine déjà, une autre vidéo circule encore, dans laquelle je dis P égale à MG. Oui, c'est vrai, mais on gagne l'argent avec ça comment? Et malheureusement, c'est plus de 1000 commentaires et tout ça que je n'ai même pas pris le temps de tout lire parce que vraiment, il y a des âneries à l'intérieur. Je me rends compte que personne ne s'assoit véritablement pour essayer de comprendre la pertinence de cette question. Ça veut dire, toi, tu vas avoir ton bac demain, ou tu as déjà ton bac. OK. À l'école, tu as appris les mathématiques, les physiques, les sciences et tout. Mais ton bac, c'est des A que tu as obtenu, dans lequel tu as dû réciter les formules. Parce que c'est la récitation, en fait, c'est ça mon combat.
Mon combat, c'est que les jeunes aujourd'hui récitent des choses sans les comprendre. Quand j'ai dit donc P égale à mg, on gagne l'argent avec ça comment? J'ai envie qu'un jeune se demande, bon, moi, actuellement, si je prends ma formule P égale à mg qui m'a donné mon bac, comment je fais pour m'en sortir? Ils ne peuvent pas. Ils vont me dire, ok, la menuiserie, la chaise sur laquelle tu es assis, si elle est équilibrée, c'est parce qu'il y a P égale à mg. Mais à quel moment tu prends la formule pour en faire de l'argent? Ou comment le faire? Parce que le but, ce n'est pas d'avoir une formule. Moi, je le disais encore il y a 2 jours à quelqu'un d'autre et tout. Les scientifiques d'avant, d'accord, ne travaillaient pas pour l'argent. Mais ils travaillaient parce qu'il y avait de l'argent. On ne construit pas un laboratoire avec des pensées. On ne construit pas, j'ai envie de dire, un centre de recherche, un pays avec des pensées uniquement. On construit avec de l'argent. Donc, s'il faut de l'argent pour faire la science, les recherches scientifiques doivent être dans un but de générer de l'argent. Mais il y a le moyen par lequel on prend la recherche scientifique, on prend les éléments de la science et on transforme cela en argent. Mais beaucoup ne le savent pas. Malheureusement, à l'école, ce n'est pas enseigné. Les mêmes professeurs peuvent te dire, ok, avec la formule P égale à mg, tu peux faire comme ceci, tu peux faire... Mais ils te disent juste, voilà P égale à mg, tu passes seulement le temps à vouloir calculer le poids, tu passes seulement le temps à vouloir faire des formules, des dérivés, mais cette dérivée-là, on ne te dit pas de manière concrète dans la vraie vie comment tu peux passer de ça à l'argent. Or, tout ce qu'on fait, c'est pourquoi? C'est pour gagner de l'argent. Après, tout le monde ne va pas être répétitif parce que tu me dis, d'accord, si tu peux répéter les enfants, tu vas gagner l'argent parce que tu vas les enseigner, P égale à mg, d'accord. Mais si je ne veux pas être enseignant, qu'est-ce que je fais? Donc, pour vous, c'est comment transformer cette formule? Comment transformer tout ce que l'école appelle, tout ce que l'école enseigne, toute cette théorie, tout ce théorème, toutes ces formules, toutes ces lois en argent. D'accord. Bon, vous estimez que l'école n'enseigne pas ça? Je n'estime pas, l'école n'enseigne pas. S'il y a une filière, s'il y a un niveau éducatif où on enseigne ça, peut-être je n'ai pas atteint ce niveau. Au niveau doctorat, je ne pense pas que c'est enseigné. Sinon, pourquoi les docteurs sont au chômage? Bon, c'est fort, hein? Ouais, c'est fort. Et c'est justement, en fait, pourquoi j'ai dit, j'ai pas peur de l'affirmer. C'est pas aussi non plus une insulte envers eux. L'école fait son travail. Mais l'école fait selon ce qu'ils ont reçu de faire ou selon ce qu'ils ont envie de faire. Après, c'est un peu comme dans le domaine de l'entrepreneuriat. Tu as un enseignant qui t'enseigne l'entrepreneuriat ou qui t'enseigne le business. Il n'a jamais ouvert une boutique. Il n'a même pas, entre guillemets, un cafétéria. Il n'a jamais géré 2 employés. Ou peut-être il n'a même jamais travaillé avec quelqu'un, même seulement un stagiaire. Attends, tu penses qu'est-ce qu'il t'enseigne? C'est la théorie. Parce que ce qu'il t'enseigne et ce que tu vis sur le terrain, il n'y a pas un lien. Il n'y a pas une corrélation. Mais malheureusement, tu ne vas pas donc t'en sortir. Voilà pourquoi on peut avoir un enseignant qui enseigne la comptabilité à l'université, mais qui est incapable de passer des écritures comptables. Parce qu'il enseigne. Et moi, par exemple, je le disais encore, j'ai fait l'université de Douala, j'étais en filière informatique, mais pendant la période que je me suis inscrit et que nous avons eu à faire les cours là-bas, je n'ai jamais vu la salle d'informatique. Je dis, je n'ai jamais vu la salle d'informatique. Donc, il n'y a pas de salle d'informatique. Je ne sais pas s'il n'y en a pas, mais nous, en tant qu'étudiants, aucun enseignant ne nous a conduits en salle d'informatique. Je me demande donc, comment tu peux faire peut-être 6 mois, 1 an, dans une filière informatique, tu ne mets pas ton pied avec les enseignants que vous avez dans une salle d'informatique. À quel moment donc tu fais l'informatique? L'informatique, ce n'est pas juste les formules, les théorèmes, les définitions, ce n'est pas ça l'informatique. Si l'étudiant que je suis n'avait pas son ordinateur portable, comment j'aurais fait pour continuer à m'exercer? J'ai dû aller me former dans un centre de formation. J'ai dû aller apprendre dans une entreprise réelle où l'informatique se faisait au quotidien sans regarder les formules. Là, tu apprends de la vraie vie, d'accord, ça devient beaucoup plus difficile, mais en fait, c'est ça le vrai apprentissage. Si l'école mettait beaucoup plus en avant, je vais dire autant pour moi, l'aspect pratique des choses que juste les récitations de formules, je pense que le pays irait mieux, je pense que la nation irait mieux, je pense que le continent irait mieux. On n'aurait pas des jeunes truffés de diplômes qui ne foutent rien ou qui ne savent rien faire. C'est fort, hein? Malheureusement, c'est le cas. Et malheureusement, après, ils vont aller, comme je dis souvent, ils vont aller faire la moto, ils vont aller vendre en route, ils vont aller, je sais pas, se mettre sur les réseaux sociaux comme ça la donne aujourd'hui, lancer les challenges ou lancer les trends de on écoute, mais on ne juge pas. Et après, voilà ce que ça donne, voilà les conséquences en fait. Ce sont les conséquences du fait que l'école n'a pas assez bien fait le travail.
ou encore même la société elle-même ne prend pas conscience. Parce que oui, d'accord, on critique l'école, mais qui sont ceux qui ont créé l'école? Qui sont ceux qui dirigent l'école? Il y a une société derrière. Est-ce que les parents ont conscience que ce qu'on enseigne à leurs enfants ne les aide pas? Bon, après, ceux qui ont conscience, ils vont dire on va donc faire comment? Mais si tu estimes que parce qu'il y a un problème et que tu n'es pas la solution, il n'y a rien à faire, ben, je suis désolé, tu ne sais littéralement à rien. Tu ne sais à rien. Ton diplôme, ta compétence, nous pouvons dire qu'il y a pratiquement des centaines de millions d'Africains qui ont tous fait l'école, qui se sont rendus compte qu'il y a des problèmes à l'école, mais que personne ne veut résoudre ce problème-là. Bon, qui va donc résoudre? Le président de la République? Non, je suis désolé. Peut-être lui, il ne vit même pas ce problème. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la plupart des moments, lorsqu'on se plaint de certaines choses, en fait, les personnes qui n'ont pas ce problème ne peuvent pas résoudre ce problème. Pour qu'un problème soit résolu, il faut que quelqu'un qui soit touché par le problème se lève et décide de résoudre le problème. Mais les pauvres qui sont concernés par ces problèmes-là, au lieu de vouloir résoudre leurs problèmes, ils vont insulter les riches. Ils vont insulter les ministres. Ils vont passer le temps à se plaindre et non à chercher des solutions. On se plaint trop en Afrique, malheureusement. Quand vous parlez de pauvres, les pauvres pour vous, ce sont... Non, pauvres à tous les niveaux. Pauvres en termes d'intelligence, pauvres en termes d'argent, pauvres en termes de pensée, pauvres à tous les niveaux. Vous estimez que vous êtes pauvre, vous êtes riche? Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. S'il faut même juste prendre sur le plan philosophique, c'est quoi la pauvreté? Je ne sais pas. Voilà. Philosophiquement parlant, si je dois me tenir à ce terme et tout, j'estime être pauvre une personne qui n'a la capacité de rien créer. Je suis auteur de plusieurs livres. C'est une création. C'est ça qui fait de vous un riche? Je suis auteur de plusieurs livres, c'est une création. C'est ça, je demande alors... Je suis formateur de plusieurs jeunes. Ah, ok. C'est une création. C'est ça que vous... Je permets à des entreprises de gagner de l'argent, ce sont des créations. Donc la capacité que quelqu'un a, plus ou moins, à créer, la richesse, créer de l'impact, créer de la richesse, créer un concept, créer un mouvement, impulser. C'est ça la base de la richesse. Pour un jeune qui regarde cette émission à ce moment T, s'il écoute cette partie, qu'est-ce qu'il doit retenir de la richesse réellement? S'il y a une différence qu'il doit établir entre un jeune qui est pauvre, disons une personne pauvre et une personne riche, quelle est la différence en fait? Est-ce que la différence se situe au niveau des finances ou alors la différence se situe sur un autre pôle? La différence entre un riche et un pauvre n'a jamais été les finances. Je suis désolé, ça n'a jamais été les finances. La différence entre un pauvre et un riche, c'est une question de mentalité. Je vais le dire, ce mot que beaucoup de gens ne veulent plus entendre, c'est une question de mindset. Être riche, ce n'est pas avoir le dernier iPhone 18. Être riche, ce n'est pas dormir dans une maison de 5 étages. Être riche, ce n'est pas conduire la dernière voiture. D'ailleurs, comme je le dis souvent, avoir la voiture ne veut pas dire que tu es riche. Parce que ce n'est qu'une question d'avoir la voiture. Ils sont nombreux qui peuvent avoir des voitures. Mais ils ont compris que ce n'est pas ça la définition de la richesse. Et maintenant, comme j'étais en train de le dire, c'est une question de mentalité. À partir du moment où tu as la mauvaise mentalité, ou dans ta tête, parce que je n'ai pas 50 000 dans mon portefeuille maintenant, je suis pauvre. En fait, tu te condamnes ou tu te prédisposes à vivre et à mourir étant pauvre. Mais parce que je n'ai pas de l'argent, d'accord, je sais comment créer de l'argent. J'ai une compétence, j'ai des aptitudes, j'ai un savoir-faire. Comment je fais pour que ce savoir se devienne ou se transforme en 15 000 francs, en 100 000 francs, en 1 million de francs CFA? C'est une question de quoi? De mentalité. Vous comprenez pourquoi je dis que la plupart des personnes ne réfléchissent pas assez? Parce qu'ils restent au premier niveau de réflexion. Ils sont assez superficiels dans tout ce qu'ils veulent faire et ils n'essayent pas de creuser. Je me cherche un travail, je n'arrive pas à travailler, on ne me recrute pas, d'accord. Mais qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je cherche le travail? Je pense à quoi il suffit de faire seulement un CV, je dépose. Déjà, les CV sur lesquels ils mentent, sur leurs compétences, les CV qui sont truffés de fautes d'orthographe. En fait, il y a tellement de détails que tu te rends compte que si tu dois vraiment te poser la question de pourquoi les gens ne réussissent pas. Et je disais encore, par exemple, j'ai souvent un problème avec les jeunes qui passent autant à demander des conseils. J'ai un énorme problème avec ça. Parce que tu vas lui donner un conseil.
mais il ne va jamais faire ce que tu as dit. Pourquoi demander un conseil à quelqu'un si tu ne vas pas aller faire ce qu'il te dit? Si tu connais la solution, pourquoi tu viens demander un conseil? Voilà pourquoi je ne conseille jamais dans le but de reconforter quelqu'un. Quand tu viens me poser ta question, forcément, je me demande quelle est l'idée que toi tu as déjà en tête. Et je ne te donne pas cette idée-là, parce que si je te la donne, ça va te rassurer. Et le fait de te rassurer, ce n'est pas ce qu'il te faut. Il te faut la réalité, il te faut la vérité. Mais malheureusement, la vérité, parfois, tu ne veux pas l'entendre. Ça, c'est vrai. Bon, d'où vient votre intelligence? Comme je l'ai dit, je ne me considère pas particulièrement très intelligent. Mais je vais dire une chose, c'est que la capacité d'être intelligent vient avec la capacité de réfléchir. Pour moi, l'intelligence ou le cerveau, c'est comme un muscle. Plus tu fais des exercices, plus tu le fortifies, plus tu l'entraînes, plus tu le prépares. Et au jour d'aujourd'hui, par exemple, on le voit avec les intelligences artificielles qui sont de plus en plus entraînées à mieux réfléchir. Un homme qui utilise assez son cerveau développe une capacité à être plus intelligent. Sans prétention aucune, mais la capacité que tu as à utiliser ton cerveau dans tous les domaines possibles, à l'école, dans la vie, dans les relations, dans la famille, dans tout domaine possible. Tant que ton cerveau ne tourne pas assez, c'est un peu comme le moteur. Et moi, par exemple, qui suis un passionné de la mécanique, tu ne peux pas avoir une Lamborghini qui est censée rouler à 240 km/h. Et tu démarres ça, tu roules à 25 km/h. La voiture ne va pas vraiment exploiter son potentiel, ouais, et elle va tomber en panne tous les temps. Parce qu'elle ne tourne pas assez. Dans le cerveau humain, c'est la même chose. Il est normalement conçu pour tourner assez. Mais nous ne le faisons pas assez tourner. Quand tu regardes Elon Musk, tu te demandes, mais à quel moment lui et moi nous sommes différents? Il a les idées lunaires, d'accord. Il a des projets révolutionnaires, d'accord, mais c'est le cerveau qui tourne. Et maintenant aussi, l'environnement. Nous sommes en Afrique. Si tu marches avec des gens qui n'ont jamais eu 1 million, tu vas croire qu'avoir 1 million, c'est impossible. Nous sommes d'accord? Non, là, nous sommes d'accord. Par contre, pour moi, comme je le dis souvent, 1 million, c'est pas de l'argent. Être africain et croire que 1 million, c'est beaucoup, malheureusement, c'est, je sais pas, peut-être c'est une malédiction. C'est pas fort. Un Africain normalement constitué, son rêve devrait être d'avoir au moins 1 milliard de francs CFA avant de mourir. Normalement constitué. Donc, si tu es un Africain qui a tous tes sens, si je dois le dire ainsi, tu ne rêves pas de devenir milliardaire, tu as échoué. C'est pas fort ce que vous dites. Je ne dis pas que l'argent c'est tout, mais si tu n'as pas cette vision-là, parce que de rêver déjà, c'est gratuit. 1 milliard, ce n'est pas 10 000 francs, ce n'est pas 100 000 francs. Après, c'est vrai qu'on dit qu'il faut rêver grand, mais il faut aussi par moment mesurer le rêve. Je comprends parfaitement. Non, je demande seulement si le fait de dire qu'un Africain qui ne rêve pas avoir 1 milliard dans son compte en banque, bon, on ne sait même pas si c'est 1 milliard de francs ou d'euros. Bon, 1 milliard de francs pour l'instant. 1 milliard de francs, c'est une malédiction, c'est pas fort. Non, c'est pas fort. C'est au contraire. Il y a 8 milliards d'habitants sur Terre. Elon Musk actuellement a 800 milliards de dollars. Un homme, comme toi, comme moi. D'accord, il a peut-être 55 ans, 60 ans et tout, ça ne change rien. Il n'est pas né aux États-Unis, pour précision déjà, il est né en Afrique du Sud. Il s'est retrouvé au Canada et il est entré aux États-Unis après. Comment? Je n'ai pas envie de revenir sur le parcours. Mais si un homme comme toi peut avoir 800 milliards de dollars, si on convertit ces 800 milliards de dollars en francs CFA, je pense qu'on dépasse les 50 000 milliards de francs CFA. Il y a combien de Camerounais? Il y a combien de Tchadiens, de Centrafricains, d'Africains? Il y a 1,5 milliard d'habitants en moyenne en Afrique. Tu penses qu'avoir 1 milliard, c'est impossible? C'est pas impossible. Encore que 1 milliard en Afrique, c'est 2 millions de dollars. C'est 2 millions de dollars. D'accord, il y a une vidéo qui a circulé dans laquelle on disait que si tu as 1 milliard de francs CFA, tu manges 1 million par jour, un truc comme ça, tu vas vivre pendant 83 ans et tout, mais 1 million par jour. Pensez que c'est beaucoup? C'est pas beaucoup. Il y a des voitures, et dernièrement j'ai fait une publication sur ma page Facebook.
Je parlais d'une voiture, la Rolls-Royce Phantom, qui coûte plus de 300 millions. Donc, si tu penses que 1 milliard c'est beaucoup, à quel moment tu estimes que tu peux t'acheter une Rolls-Royce? À quel moment tu penses que tu peux faire un RE+2 bien fait? Pas avec les tubes du quartier qu'on a rafistolés avec 50 millions de francs CFA. À quel moment tu penses pouvoir offrir une belle vie à ta descendance, à ta famille, à tes enfants? À quel moment tu penses pouvoir vivre étant à l'aise? Voilà pourquoi il y en a qui vont naître, grandir, mourir, ils ne vont jamais prendre l'avion. Parce qu'ils estiment que 1 milliard, c'est impossible. Ils voient 1 million comme beaucoup d'argent. Mais il y a les pays où partir, il faut payer le billet d'avion de 2 millions. En classe économique, je précise. Donc, quand tu vois des Yomi Denzel, par exemple, prendre des business class à 10 000 $, 6 millions 500, pour un seul vol, c'est aller, c'est pas aller-retour. Pourquoi est-ce que tu penses qu'un jeune ne devrait pas se dire c'est possible pour moi? Bon. En fait, moi je ne m'en prends pas à ta pensée, mais je m'en prends à ces jeunes qui ont cette pensée. Bon, je ne suis pas entre, c'est pas ma pensée en fait. Justement, je comprends. Je suis là, je me place comme si c'était un jeune qui regarde cette émission. Quelqu'un se dit aujourd'hui, vous dites, si tu n'as pas 1 milliard, au moins, tu ne rêves pas avoir au moins 1 milliard de francs, c'est que tu vis la malédiction. Peut-être ça peut heurter la sensibilité. Justement, que ça le heurte. Peut-être en heurtant la sensibilité, il va comprendre que c'est rien. À partir du moment où tu comprends que ce que tu pensais être impossible est possible, les choses commencent à changer. Je veux que les jeunes arrêtent de penser que ton camarade ou bien ton frère ou ton oncle qui a 1 million est riche. Il n'est pas riche. Tu retires 1 franc CFA sur 1 million, tu n'es plus millionnaire. Surtout même que 1 million, c'est... 1 million, c'est rien. Le dernier iPhone 18 qui arrive, il coûte combien? Bon, déjà, le iPhone 16 Pro Max coûte combien? C'est le million. Donc, quand quelqu'un dit 1 million, c'est une caméra. C'est un bon laptop. C'est un MacBook Air pour 2026. En fait, c'est un appareil qui ne vaut pas grand-chose au jour d'aujourd'hui. Donc, dis 1 million, et là, peut-être, je vais peut-être le dire, les parents, peut-être, ont un travail à faire à ce niveau. Vous savez, quand tu as grandi dans une maison, dans un quartier, dans un environnement, dans une famille où il n'y a pas assez de personnes riches, ou même quand il y en a des gens qui sont riches ou qui ont de l'argent, tu peux le dire ainsi, et que tu n'as jamais vu beaucoup d'argent, c'est pas bon. Je me dis, les parents devraient commencer à pallier à ça. Si ton père, entre guillemets, ne t'a jamais fait comprendre que 100 000, 1 million, c'est pas grand chose, tu penses qu'il va t'enseigner ça? Personne. Voilà pourquoi, par exemple, parfois, ça me prend souvent comme ça. C'est comme pour moi une phobie, une passion. Il y a des jours où je me lève, je vais à la banque. Pour rien, je n'ai pas de transactions à faire, ni de dépôt, ni de retrait. Je m'assois, je m'aligne comme tout le monde, je suis en train de papoter, je suis en train de tourner. J'essaye de voir le nombre de jeunes comme moi qui entrent chaque jour, qui viennent faire des versements. Et je me rappelle en 2024, j'étais allé à une des banques ici à quoi? Je suis entré. Un jeune légèrement juste plus costaud que moi, peut-être il avait moins de 28 ans, venait faire un investissement de 15 millions. Et il avait un sac, vous savez, les petits sacs à dos qui ont une poche là. Il avait ce sac. La question que je me suis posée, c'est comment à ton âge, tu marches avec 15 millions dans un sac comme celui-là? Mais je me rends compte qu'en fait, c'est rien. Parce que quelqu'un d'autre, 15 millions, je t'assure, il ne sort pas de la maison. Il ne peut pas marcher, il a 15 millions sur lui. Mais voilà un jeune qui s'est mélangé à la foule. Littéralement, quand j'entrais dans la salle du bureau de la banque et tout, on s'est bousculé parce que voilà, quand tu savais, quand vous arrivez sur en Afrique et tout, environ à l'extérieur, qu'il y a 15 millions à l'intérieur, je t'assure que les gens auraient cherché à l'agresser. Parce que pour eux, 15 millions, c'est déjà... Il va faire toute sa vie, il n'aura jamais un problème d'argent, mais c'est faux. C'est faux. Monsieur Cyprien, parlez-nous de votre parcours. Vous avez quel niveau académique en fait? Alors, en termes de parcours, académiquement parlant, je suis un bachelier. Je suis détenteur de 2 bacs. Un bac technicien dans le domaine de la mécanique automobile
et un bac C. C'est vrai que j'ai fait l'université, mais je n'ai pas un diplôme universitaire. Ça, c'est le parcours. Maintenant, comment est-ce que je me suis retrouvé là? C'est beaucoup de choses, beaucoup de transitions. Tout naturellement, j'ai commencé de la 6e en 3e, enseignement général, 3e en terminale, enseignement technique, ayant obtenu le bac, ayant fait les concours Polytech, FGI, de Douala à l'époque et tout. N'ayant pas réussi, je me réinscris en terminale C pour renforcer le niveau des mathématiques et tout, et j'obtiens mon bac C. Ça, c'est le parcours. C'est après ça que je m'inscris à l'université de Douala et tout. Je fais informatique ou voilà, avec tout ce que j'ai vécu et tout, je me tire de là. Je commence dans l'informatique réelle de cette entreprise où je me suis, entre guillemets, retrouvé stagiaire à apprendre, à me former. Et voilà, c'est ça le parcours. Très intéressant et très enrichissant. Voilà pourquoi, par exemple, j'estime que beaucoup n'y arrivent pas, peut-être parce que parfois l'école est le problème. Parce que je me dis, si j'avais perduré, si j'avais vraiment bousculé à l'université de Douala, je ne serais peut-être pas là. Je suis un autodidacte complet. Tout ce que je fais dans le digital, les sites web, les applications, passant par les réseaux sociaux, l'importation en Chine, je ne peux pas vraiment dire qu'il y a un endroit où j'ai payé une formation comme on paye les formations aujourd'hui. Mais j'avais Internet, j'avais le téléphone, j'avais un laptop et le cerveau qui tourne. Votre environnement n'a pas contribué à votre réussite aujourd'hui? Non, malheureusement non. Je peux même dire que l'environnement, au contraire, a été un ralentissement pendant longtemps. Un ralentissement parce que, vous savez, avoir des gens qui sont nés à une époque et qui ne partagent pas l'époque dans laquelle vous êtes, c'est un gros problème. Par exemple, tu vis dans une maison ou dans une famille où la plupart des personnes ne connaissent qu'une seule voie. Aller à l'école, obtenir son diplôme, trouver un emploi. Imagine donc comment ça se passe quand tu dis que je ne veux pas travailler. Ou quand tu dis je ne dépose pas les demandes d'emploi. Ou quand tu dis je vais créer mon entreprise. Tu peux imaginer un peu la réaction des oncles, des tantes et des parents. Ils se disent mais est-ce que c'est possible? Parce que pour eux, ce n'est pas possible. Pour eux, c'est plutôt dès que tu as fini, va chercher le travail. Mais il n'y a pas la possibilité, ou il n'y a pas cette imagination de tu peux créer ton entreprise. Donc ça, c'est le plus grand combat que je poursuis encore actuellement. Et je me dis, beaucoup de jeunes doivent aussi vivre la même chose. Parce que tous ces jeunes qui sortent chaque année diplômés, ils se plaignent tous d'une chose, il n'y a pas de travail. Parce que personne ne leur a dit que tu peux créer une entreprise. Personne ne leur a dit que tu peux créer un business. Voilà pourquoi il y a des personnes sur Internet avec qui je ne vais jamais m'entendre, entre guillemets. Parce qu'ils prônent le salariat à 100%. Ils disent aux gens que, ok, si le salaire ne marche pas, si tu n'arrives pas à trouver, bats-toi. Trouve autre chose. Mais ne reste pas à la maison. Par contre, j'ai aussi un problème avec ceux qui vont maintenant tirer sur le salariat en mode être salarié, c'est rater sa vie. Non, c'est faux. Salarié ne veut jamais dire que tu as raté ta vie. Mais le salariat où tu ne t'en sors pas et tu ne veux pas chercher à faire plus, oui, d'accord, c'est un échec. C'est un échec. Commence salarié, tout le monde peut-être peut commencer salarié, la plupart commencent tous salariés. Bon, moi par exemple, je n'ai jamais été salarié de ma vie. C'est pas pour me vanter, mais je n'ai jamais été. Mais je sais quand même qu'au-delà de tout, malgré toutes les difficultés, le business marche. Si je continue, si je n'abandonne pas, si tu as le mindset pour aller jusqu'au bout, tu peux t'en sortir. Mais celui qui a été salarié, tu ne peux pas faire 30 ans, 50 ans de salariat. Il y a un problème. À un moment, tu dois te dire, avec tout le background que j'ai, toute l'expérience, je dois aussi bâtir une entreprise. Peut-être pas une grande entreprise, parce que tu n'auras peut-être pas la vision et la mentalité qui va avec, mais bâtir au moins un business. Et le Covid, en 2020, ça a été pour moi comme une bénédiction. Beaucoup de gens ont commencé à comprendre qu'en fait, tu peux te lever un matin, tu veux partir au travail, ton boss t'appelle et te dit que tu ne viens plus. Tu es renvoyé. Parce que nombreux se disaient, non, vous savez, le travail, c'est monté, c'est descendu. Non, c'est faux. Le Covid a mis les pendules à l'heure. Les gens ont compris qu'on peut se lever un matin, tout un restaurant ferme, 30 employés au quartier.
On a vu des chaînes de restaurants, d'hôtels à travers le monde entier fermées. On a vu des grandes entreprises commencer à opérer 100% online. On a vu naître le télétravail. Pourquoi est-ce que les gens ne voulaient pas faire ça avant? Parce qu'il n'y avait pas quelque chose, une contrainte. Mais le Covid est venu ouvrir les yeux que non, désormais c'est possible. Tu peux être au Cameroun, tu travailles déjà au Canada, tu travailles par appel, tu travailles par visioconférence, tu travailles en distanciel via Internet. Voilà pourquoi j'estime aujourd'hui que la personne qui ne mesure pas l'ampleur de la révolution qu'Internet est en train de créer, c'est une personne qui va malheureusement souffrir toute sa vie. Malheureusement. Tout est sur Internet. Tout le monde doit aller sur Internet. Toutes les entreprises vont sur Internet. Mais certains estiment encore que Internet, c'est pas bien. Parce qu'ils voient les dérives d'Internet. Dans tout, il y a les dérives. D'accord, tous ces jeunes qui dansent sur TikTok et tout ça, c'est les dérives d'Internet. Mais c'est aussi un manque d'éducation. C'est un manque d'encadrement. Et dans ce manque-là, les parents ont leur rôle à jouer, l'État a son rôle à jouer, nous-mêmes nous avons notre rôle à jouer. Voilà pourquoi je dis je suis éducateur. J'éduque d'une certaine façon. Wow, ça c'est une masterclass, hein? Après, Ça c'est une masterclass que vous nous donnez. ouais. C'est vraiment énorme. Il faut échanger avec vous comme ça pour mieux vous connaître. Ça veut dire aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de dérouter la jeunesse, mais vous êtes juste en train de dire les choses de la meilleure manière pour que les jeunes passent à l'action, des jeunes comme nous. Peut-être je l'ai dit, mais pas de la meilleure manière. Parce que si tu estimes que dans toutes tes sorties, tout le monde te critique, bon, peut-être tu ne dis pas encore. Après, peut-être tu dis de la belle manière, peut-être tu dis de la meilleure manière, mais le plus important, c'est de dire. La manière, on va voir ça après. Si les gens comprennent le message, et après, j'aime beaucoup ce qui commence à se faire, c'est que quand les gens relèvent mes contenus vidéo, ils critiquent, ils insultent, ils dénigrent, ils font tout. Mais en fait, d'une quelconque façon, ça m'aide. Ça m'aide à amplifier le message. Ça m'aide à faire connaître à ceux qui n'auraient pas vu la vidéo sans ces partages-là. Vous savez, faire 500 000 vues, 1 million de vues sur une vidéo et avoir 99,9% des gens qui vous insultent, ce n'est pas un problème. À partir du moment où ce que vous dites n'est pas banal, a un sens, ce n'est pas un problème. Tout le monde n'est pas obligé de vous aimer. Et c'est ma philosophie sur Internet. Je ne viens pas me faire aimer. Je ne viens pas me faire apprécier. Je ne viens pas chercher des amis. Je viens passer un message. Ton enseignant d'anglais, tu ne l'aimais pas, mais tu devais étudier pour passer. Voilà pourquoi beaucoup ne s'assoient pas en anglais. Parce qu'ils ont dit non, ce n'est que l'école. Mais après, dans la vraie vie, ça les rattrape. Là où ils ont banalisé l'enseignement qu'ils devaient retenir, utiliser, ils se retrouvent dans la vie à ne pas appliquer ça. Ils se retrouvent dans la vie demain coincé. Tu veux voyager, tu ne parles pas anglais. Tu veux travailler, tu ne parles pas anglais. C'est compliqué. Très compliqué. Aujourd'hui, les réseaux sociaux donnent l'impression aux jeunes, aux gens. Aujourd'hui, les réseaux sociaux donnent l'impression aux gens que tout le monde peut devenir riche facilement grâce à un téléphone, grâce à un ordinateur. Que pensez-vous de cela en fait? Parce que beaucoup se lancent aujourd'hui sur les réseaux dans l'optique de dire on va gagner de l'argent, on va se faire de l'argent. Et nous observons tout ce que nous observons de négatif au quotidien qui se passe sur la toile. Avez-vous un mot particulier, spécial à partager aux jeunes qui nous suivent à ce moment? Alors, c'est vrai, c'est un fait, c'est un constat, c'est une réalité. La plupart des gens estiment, ou alors la plupart des discours sur Internet, c'est aujourd'hui, c'est devenir riche facilement, devenir riche rapidement. Mais ce que je veux que les gens comprennent, c'est que lorsqu'on dit devenir riche facilement, ce n'est pas impossible. C'est possible. Et quand je dis même c'est possible, c'est très, 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 très possible. Maintenant, c'est à quel prix? Pour moi, la richesse n'est pas le problème. C'est à quel prix cette richesse? Ça veut dire quoi? Il y a un jeune sur Internet, je ne vais pas prononcer son nom et tout, mais en fait, ce qu'il est en train de faire, ça va entraîner des jeunes à devenir riches. Mais à quel prix? Il a fait pas mal de bruit pendant House of Challenge. Et en fait, tellement sa façon de gagner de l'argent est simple, qu'il suffit pour lui, comme il dit souvent, d'être dans son canal, de valider des coupons avec des codes énormes. Tu peux transformer 300 en 2 millions.
peut transformer 1000 francs en 2000, en 10 millions, 25 millions. C'est cette catégorie de richesse qui n'est pas bonne. Parce que ça va encourager les gens à jouer pour gagner. Gagner de l'argent n'est pas un jeu. C'est un travail. Il n'y a pas un business sérieux dans lequel pour gagner de l'argent on joue. Il n'y a pas un business sérieux. Et malheureusement, ce qu'il fait donc, parce qu'il a de l'argent, d'où ça vient, je ne sais pas. Comment il l'obtient, je ne sais pas. Mais le fait qu'il en fasse la promo sur les réseaux et que des pseudo-influenceurs, je suis dans le dire ainsi, relaient les contenus, ça encourage les gens. Et ça leur dit, voici la voie. C'est comme si je me lève demain matin et je dis, ok les gars, vous savez, j'ai ouvert mon compte sur OnlyFans et désormais, je gagne 200 000 € par jour. C'est pas compliqué. Rejoignez mon canal Telegram, je vous donne la formation gratuitement, lancez-vous. C'est de l'argent, d'accord. Mais c'est quel type d'argent? Juste parce que ce que j'ai dit peut être vrai, je peux entraîner derrière moi 1000 jeunes, 10 000 jeunes, 100 000 jeunes, qui à leur tour vont entraîner d'autres jeunes. Demain, ils auront de l'argent, d'accord. Mais ils ont eu ça comment? Et l'argent donc gagné facilement. L'argent donc gagné malhonnêtement. Qu'est-ce qu'on en fait en général? Pas grand-chose. C'est les mêmes jeunes qui vont donc prendre ces sommes qu'ils ont gagnées dans les paris sportifs pour aller acheter des bouteilles de champagne de 100 000, 200 000 et laver les mains avec. Pour montrer qu'ils ont de l'argent. Pendant que le même jeune, à l'époque où il devait faire le chantier pour gagner 5 000, ne pouvait pas manger 1000 francs sur les 5 000 facilement. Mais parce qu'il a gagné soudainement 5 millions avec un match qui a réussi, il se permet de pouvoir dépenser à tort et à travers. Et ça, c'est toujours les conséquences de cette genre d'éducation-là. Internet, malheureusement, ne favorise pas tout, mais s'il n'y a pas des personnes qui sont là pour recadrer les choses, malheureusement, on risque de perdre la jeunesse. Et on a même déjà perdu une bonne partie de la jeunesse. On a déjà perdu. Wow. Ça, c'est aussi un phénomène que nous vivons au quotidien parce que certains nous font croire que l'argent est facile, on gagne l'argent facilement, tu dors, tu as un seau d'argent devant toi. Et c'est un constat que nous faisons au quotidien. Donc, avoir votre point de vue sur ça vraiment est un plus. Certains, ça va les édifier déjà. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Pour un jeune qui suit Yanda Cyprien, qui se dit il veut devenir Yanda Cyprien, quel est le parcours, quel est le processus, quel est le chemin à suivre? Déjà, je vais dire aux jeunes, ne soyez pas comme moi. Ne devenez pas moi. C'est pas possible. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas la capacité de le faire, mais c'est pas possible. Devenir quelqu'un ou vouloir devenir quelqu'un, c'est échouer. La bonne philosophie, la bonne approche dans la vie, c'est s'inspirer de quelqu'un et devenir soi-même. Ça veut dire, ok, je suis Cyprien. Cyprien, par exemple, admire Elon Musk. C'est une admiration. Mais Cyprien ne veut pas devenir Elon Musk. Parce que devenir Elon Musk, ça implique des décisions, ça implique des choix, ça implique des sacrifices que peut-être je ne suis pas prêt à faire. Devenir Elon Musk, c'est par exemple vivre pendant les 30 prochaines années à travailler de lundi à dimanche, sans repos, sans fête, sans sortie, sans vacances. Et si tu dis donc ça à quelqu'un, ok, devenir comme moi, c'est par exemple 5 ans de souffrance. Tu oublies tous tes amis, tu déménages, tu sors de ta ville, tu vas ailleurs. Beaucoup ne vont pas le faire parce qu'ils vont voir que c'est difficile. Mais du coup, ils vont admirer le résultat que tu as aujourd'hui ou ce qu'ils voient comme résultat. Ils ne vont pas admirer le processus. Cherche à te dire, ok, peut-être il m'inspire, peut-être c'est telle autre personne, mais comment je fais pour moi, mon niveau, essayer de prendre ce que je peux dire que j'apprécie chez eux ou chez lui pour mettre dans ma vie. J'apprécie énormément, par exemple, son comportement. J'apprécie, par exemple, énormément son humilité.
J'apprécie par exemple énormément son intelligence. Comment je fais pour être plus intelligent? Je m'éduque plus. Je n'ai pas dit je pars plus à l'école. L'intelligence n'a rien à voir avec le fait d'aller à l'école. S'éduquer, c'est peut-être faire des conférences, suivre des formations, lire des livres. Il y a mille et une manières de s'éduquer. Et en plus, aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui est un moyen qui permet encore d'apprendre de la meilleure des manières. Mais je trouve le moyen de me renforcer en compétences, en connaissances, en information. Je me bâtis, comme on dit souvent, je me charge de l'intérieur. Parce que plus je vais donc me charger, plus je vais me transformer, plus je vais me rapprocher d'un modèle qui va être comme celui que je voulais. Mais je ne serai pas lui. Je serai donc moi, mais pas lui. Merci pour cette précision. Ça veut dire que chaque jeune doit essayer de... Ça veut dire que si vous voulez copier quelqu'un, est-ce que vous êtes prêt à faire les mêmes sacrifices que cette personne? C'est tout. Ok. Depuis vous parler, vous n'avez pas cité un nom d'un entrepreneur camerounais. Si aujourd'hui, M. Cyprien doit conseiller des entreprises, si aujourd'hui, M. Cyprien doit recommander des entrepreneurs camerounais à suivre aux jeunes aujourd'hui africains, citez-nous au moins 3 à 5 entrepreneurs que vous nous recommandez de suivre, que vous avez le quotidiennement, vous les suivez et ils vous inspirent. Malheureusement, aucun. Aucun. C'est vrai que ça va faire mal de le dire, mais j'en suis aucun. Donc, il n'y a pas d'entrepreneur au Cameroun qui vous inspire? Il y en a, mais qui ne m'inspirent pas. Bon, il y a des entrepreneurs, sauf qui ne vous inspirent pas. Ils ne m'inspirent pas. Ok. Je ne m'inspire pas en Afrique. Je ne m'inspire pas en Afrique, malheureusement. Je m'inspire aux États-Unis, je m'inspire en Europe. Bon, là, restons en Afrique. En Afrique, il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Non. Ah, ok, c'est fort. Hein? Ils sont nombreux des Africains qui font des choses exceptionnelles, mais moi qui ne m'inspire pas. Peut-être d'accord, ça me montre que c'est possible. Mais genre, ok, mon inspiration vient de, par exemple, je ne sais pas, Karamo Sangaré, par exemple, Matt Carey. Non. Pourtant, ce qu'ils font, c'est waouh, tu vois, c'est exceptionnel. Les jeunes rêvent de faire ça. Mais moi, je ne rêve pas de faire ça. Parce que ça, pour moi, c'est comme si je voulais être à 50 et je rêve d'être à 2 ou à 3. Parce qu'ils sont à un niveau qui, par rapport à la jeunesse, est déjà élevé. Mais ils sont à un niveau qui, par rapport à des gens comme eux, pour moi, ils sont comme au début de la carrière. Par contre, il y en a qui sont pratiquement au sommet de la carrière. Voilà pourquoi je dis, peut-être si je dois dire une personne en Afrique, quand même, ça sera Aliko Dangote. Ça sera Aliko Dangote, mais après, il n'est pas beaucoup digitaliste. Il est business physique. Moi, je suis beaucoup business en ligne. Beaucoup. Peut-être, voilà, ça me revient à l'instant, peut-être Wilson Boni, par exemple, du Bénin. Par exemple, aussi le fondateur de Chariot, peut-être, c'est vrai que je n'ai pas son nom qui me vient à l'esprit à l'instant, mais en fait, des gens comme ça, des gens qui, dans le domaine entrepreneurial digital, font des choses exceptionnelles. Pas forcément parce qu'ils gagnent de l'argent, mais parce qu'ils ont créé quelque chose. Moi, j'adore ceux qui créent. Que pensez-vous du docteur du digital? Le docteur du digital, c'est, je vais dire pour moi, l'un des meilleurs jeunes que j'ai rencontrés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ce que j'apprécie beaucoup avec lui, c'est le fait d'avoir toujours cette capacité-là, cet atout particulier de vouloir reconnaître qui ont fait avant lui. Ça veut dire, vous savez, aujourd'hui, les jeunes se disent, bon, parce que j'ai déjà de l'argent, parce que je suis déjà intelligent, parce que je gagne déjà, c'est pas 100 000, 200 000 au mois, je suis le meilleur. Et il y en a comme ça partout sur TikTok, je suis le meilleur e-commerçant du Cameroun, je suis le meilleur trader du Cameroun, je suis le meilleur e-commerçant de Douala et tout. Et moi, je me demande juste à quel moment tu es meilleur. Tu as quelle expérience, tu sors d'où? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu reconnais que derrière toi, il y a des gens qui ont 15 ans d'expérience, 10 ans, et qui ne bavardent pas comme tu bavardes? Pas pour dire qu'ils ne font rien. Peut-être qu'ils ne veulent pas le faire, d'accord. Mais ne te proclame pas juste meilleur pour le dire. Est-ce que tu es conscient qu'il y a des aînés à qui tu manques du respect en disant que tu es le meilleur? Même si tu sembles à l'heure actuelle être celui qui est en vague, d'accord. Mais le fait de reconnaître qu'il y a les anciens et que ces anciens-là ont une place
ont un respect que tu dois leur donner. Que tu les aimes, que tu les aimes pas. Comme j'ai dit, je ne m'inspire pas du docteur Claudel, mais je respecte sa place. Je ne m'inspire pas de Philippe Simon, je sais pas, de tous les autres, mais je respecte qu'ils soient là. Et ils seront toujours là dans tous les cas. C'est pas moi qui vais venir les retirer. Mais au moins, je reconnais leur place. Ça veut dire que si par exemple je dois me trouver à parler devant eux, je ne parlerai pas avec condescendance, je ne parlerai pas avec arrogance. Je parlerai en toute humilité. Parce que ce sont les grands frères en âge, en expérience, en argent. Comment est-ce que les jeunes ne veulent pas comprendre que c'est un principe qui t'aide toi-même à pouvoir avancer? Donc, c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez le docteur du digital, chez Stéphane. Et je me dis, si beaucoup de jeunes étaient comme ça, peut-être on serait beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. On aurait beaucoup moins de problèmes que ce qu'on a aujourd'hui. Bon, merci beaucoup. Un dernier mot pour clôturer l'émission. Si vous avez un mot à rajouter. Si j'ai un dernier mot que je peux dire à quelqu'un, c'est n'ayez pas peur. Quelque chose que vous faites, n'ayez pas peur. Ça peut sembler difficile, d'ailleurs, ça ne doit jamais être facile. Ça n'a jamais été prévu être facile. Mais n'ayez pas peur de faire ce que vous voulez faire. Parce que si vous avez peur, la peur seule peut vous empêcher de vous lancer. La peur seule peut vous faire échouer alors que vous avez toutes les capacités pour réussir. La peur, c'est quelque chose avec lequel tout le monde combat. Je travaille actuellement sur des projets costauds, j'ai énormément peur, d'accord, mais je me lance. Je me lance. Ça ne marche pas, d'accord, c'est pas un souci, c'est pas grave. J'ai bravé la peur. Le plus important, c'est d'essayer. Comme Karamo Sankara le dit souvent, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Déjà, à toi, entrepreneur qui vient suivre cette émission, si cette émission t'a plu, je t'invite premièrement à liker, à partager et à commenter cette émission. Vous savez, mettre sur pied une émission comme ça depuis l'Afrique, ce n'est pas facile, ça demande beaucoup d'investissement, de ressources que deux fois nous n'avons même pas. Tout ce que nous vous demandons présentement, abonnez-vous, likez, parce que YouTube nous annonce que sur 100% des personnes qui regardent cette chaîne, seulement 1% sont abonnés. Je vous invite vraiment à vous abonner. Et si toi, tu veux aussi passer sur cette émission, tu as quelque chose, tu as ton histoire, ton parcours entrepreneurial que tu veux partager, je t'invite vraiment à contacter les numéros qui s'affichent au-dessus de cette vidéo. Retrouvons-nous le dimanche prochain avec un nouveau entrepreneur aussi costaud que Monsieur Yanda Cyprien. À bientôt.